20h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. À Yamoussoukro, plusieurs budgets ministériels 2026 ont été présentés à la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Ils s'inscrivent dans le cadre du programme national de développement, le PND 2026-2030. Un budget adopté dans leur ensemble. On en parle en début de journal. Et puis en culture, coopération Côte d'Ivoire-Suisse, retour au bercail pour 107 objets ethnographiques ivoiriens collectionnés par le chercheur Hans Himmelheber, né en 1908 et décédé en 2003. Ils ont été restitués au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, un don fait par la famille du chercheur aux autorités ivoiriennes. Et nous ferons ce soir une incursion dans l'univers d'un médecin à domicile en sillonnant les quartiers pour rejoindre les patients souvent empêchés de se déplacer. Ces praticiens redéfinissent l'accès aux soins et bousculent les pratiques traditionnelles de la médecine urbaine. Notre équipe de reportage nous renseignera sur le sujet. Et dans l'actualité internationale, le Bénin a émis ce vendredi un mandat d'arrêt international contre l'influenceur panafricaniste Kémy Séba, accusé d'avoir soutenu la tentative de coup d'État survenue dimanche dernier et qui a été finalement déjouée. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Direction à Yamoussoukro, le centre de la Côte d'Ivoire, où les budgets ministériels pour l'année 2026 sont présentés devant la Commission des affaires économiques du Sénat et financières du Sénat. C'était au tour des ministres du secteur du développement économique de satisfaire à l'exercice. Les précisions de Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire s'apprête à mettre en œuvre le programme national de développement PND 2026-2030. 3 ministères issus du secteur développement économique ont présenté leur budget programme pour l'année 2026. Le ministère des Finances et du Budget affiche un peu plus de 671 milliards de francs CFA. Les chantiers en 2026 sont énormes. Modernisation de la douane pour une meilleure efficacité avec la création d'une base navale, un contrôle budgétaire interne efficace, etc. Au titre du ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, le ministre Moussa Sanogo a présenté un budget programme d'un peu plus de 49 milliards de francs CFA. Le grand défi, le projet de construction de mini-cités administratives estimé à 6 milliards de francs CFA par ville et bien entendu le renforcement des missions assignées au ministère. En ce qui concerne le ministère de l'économie, du plan et du développement, 6 programmes sont à mettre en œuvre en 2026. Le coût, plus de 44 milliards de francs CFA. Les différents ministères ont en ligne de mire le PND 2026-2030. 2026 est l'année d'entrée du prochain plan national de développement, le PND 2026-2030. Et l'exercice d'aujourd'hui va nous permettre donc de commencer à appliquer les grandes réformes que nous avons prévues, chacun en ce qui nous concerne, dans ce nouveau plan national de développement. L'orientation générale a été donnée, c'est l'efficacité économique, c'est la meilleure allocation des ressources, c'est une plus grande mobilisation des ressources intérieures. La Commission des affaires économiques et financières, présidée par le sénateur Cissé Mamadou, a dit oui à l'unanimité à ces budgets ministériels pour l'année 2026. Et on reste au Sénat à Yamoussoukro dans la dynamique de cet exercice de présentation de budget. Les budgets des programmes production, développement industriel, commercial et environnement, cadre de vie et protection de la nature ont été présentés aux sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'institution. Des budgets validés par la Commission. On retrouve Kader Sogodogo. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, est devant la Commission des affaires économiques et financières, KEF du Sénat. Il défend un budget programme qui avoisine 334 milliards de francs CFA. En 2026, il s'agira de poursuivre la dynamique de la croissance des productions agricoles, l'accélération des activités de transformation des produits agricoles est à noter. En 2026, l'objectif, c'est d'abord produire davantage pour permettre à notre pays d'assurer son autonomie. Je veux parler de la souveraineté alimentaire. Nous ne pouvons
qu'être heureux et fier de notre pays, de notre président, qui nous donne les moyens qu'il faut pour développer l'agriculture d'une façon générale et également les ressources animales et halieutiques, le commerce et l'industrie. Sidi Tiembouko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, un budget programme de 26,7 milliards de francs CFA, dont plus de la moitié réservée à des investissements. Commerce et industrie, environ 97 milliards de francs CFA. Ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, environ 503 milliards de francs CFA. Ministère des eaux et forêts, un peu plus de 103 milliards de francs CFA. Ministère de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique. Le budget 2026 est de 36 milliards 680 millions de francs CFA. Les attentes sont connues. Participer de manière efficace au développement de la Côte d'Ivoire. Tous ces budgets ministériels ont été acceptés à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières avec à sa tête le sénateur Cissé Mamadou. Voilà le deuxième titre de ce journal en culture, coopération Côte d'Ivoire-Suisse, retour au bercail pour 107 objets ethnographiques ivoiriens collectionnés par le chercheur Hans Himmelheber, né en 1908 et décédé en 2003. Ils ont été restitués au musée des civilisations de Côte d'Ivoire, un don fait par la famille du chercheur aux autorités ivoiriennes. La remise de ces objets a été suivie d'une exposition dénommée Murmure d'archives sur les traces de Hans Himmelheber. C'était en présence de la ministre de la Culture de la Francophonie, Françoise Remarque. Reportage. Chants et danses des terroirs de Côte d'Ivoire pour marquer la réception par le musée des civilisations de 107 objets d'art. C'est une collection de l'ethnologue allemand Hans Himmelheber. Sa famille qui a conservé ces objets depuis 2013 au musée de Zurich en Suisse. Après le décès du chercheur en 2003, est l'auteur de cette donation. En Côte d'Ivoire, la culture est reconnue comme un pilier de développement durable, de cohésion sociale et de la diplomatie. Nous vivons aujourd'hui un moment véritablement historique avec cette cérémonie de donation de biens ethnographiques, acte hautement symbolique qui ouvre une nouvelle ère dans la coopération entre nos deux pays. Und dem Museum Dinge zu schenken. C'est pour la famille un grand honneur d'être ici avec vous et vous remettre cette donation utile pour la Côte d'Ivoire et toutes les générations. Cap sur Abobo pour l'exposition Murmure d'archives sur les traces de Hans. Cuillère cérémonielle, masque à ouai, gourou, sénoufo et baoulé, des pièces identitaires des ethnies de Côte d'Ivoire, présentées pour la première fois en terre d'origine. Cette exposition est le fruit d'une coopération internationale et interinstitutionnelle. Je vous invite à explorer les recherches de Hans Himmelheber, à revisiter l'histoire des communautés ivoiriennes et à réfléchir à la mémoire vivante de nos patrimoines. Cette exposition constitue une première et une étape importante pour notre musée. Les œuvres et les archives conservées dans notre musée ne sont pas seulement des témoins d'une créativité mondiale et unique. Elles portent aussi en elles d'innombrables histoires, des histoires d'art, de savoir, de transformation et de politique mondiale. Ce don d'objets d'art symbolise l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Il redonne à notre pays une part de sa mémoire culturelle et l'opportunité de réécrire son histoire avec authenticité. Un reportage de Christian Kouakou commenté pour vous par Léon Brou, le directeur général de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. À la tête d'une forte délégation, a été reçu en audience par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Aka Awele. Occasion pour lui de prendre conseil auprès du président de l'institution, mais aussi de lui présenter les récentes distinctions obtenues par la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Reportage signé Jean-Marc Djadji. Honoré du prix ACAM 2026 de la meilleure innovation numérique le mois dernier, une distinction obtenue lors du Forum africain sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé FARCAPS à Djibouti.
Le docteur Ibrahim Kouyaté est reçu en audience par le président du CESEC. Cette visite est l'occasion d'informer également le docteur Eugène Aka Awele de son élection le 17 novembre dernier à Djibouti à la présidence de l'Assemblée générale de l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, ACAM. Le président nous a rappelé qu'il suit particulièrement l'activité de cette centrale d'achat. Il est important pour lui que le médicament soit présent, notamment dans un contexte de couverture maladie universelle. Et donc l'action médicament doit être visible et surtout doit être portée à la connaissance de la population. Le président de la République met tous les moyens en œuvre afin que le médicament soit disponible au niveau des populations. Aujourd'hui, on peut dire que les défis structurels sont réglés. Nous avons réussi à digitaliser l'ensemble de nos processus qui permet donc de fiabiliser les opérations. Nous avons également réussi la disponibilité notamment des médicaments hors programme national de santé. Le docteur Eugène Aka Awele s'est félicité de cette démarche et a salué les efforts déployés par la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, a-t-il insisté, et a encouragé la centrale d'achat à maximiser sa communication au plan national et à l'élargir à l'international. Il rappelle la disponibilité de l'institution pour accompagner de telles initiatives. Créée en 2013, la NPSP Côte d'Ivoire joue un rôle stratégique dans l'approvisionnement et la distribution des médicaments essentiels à l'ensemble des établissements de santé publique de Côte d'Ivoire. Et dans les colonnes de l'actualité, cette distinction, l'ancien vice-président régional de l'IFC pour l'Afrique, Sergio Pimenta, a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national ivoirien. La Côte d'Ivoire lui exprime ainsi sa reconnaissance pour son rôle majeur dans le financement de projets structurants. On en parle maintenant dans ce reportage. La Côte d'Ivoire rend hommage à l'un de ses plus solides partenaires du développement. À la tête de la délégation régionale Afrique de l'IFC, depuis 2018, Sergio Pimenta aura marqué l'économie ivoirienne par son engagement constant. En 6 années, ce sont près de 2,5 milliards de dollars injectés dans des secteurs clés. Un parcours salué par la nation ivoirienne qui le distingue. Cher récipiendaire, votre carrière force l'admiration. Pendant plus de 30 années, vous avez servi avec rigueur et dévouement au sein du groupe Banque mondiale de l'IFC et désormais à la tête du Fonds d'accélération pour les infrastructures d'Africa 50, vous avez laissé partout la marque d'un leadership éclairé, résolument tourné vers l'impact, l'innovation et l'excellence. Pour la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, cette distinction couronne des années de collaboration fructueuse. Je me réjouis qu'aujourd'hui, nous ayons pu, par cette cérémonie, concrétiser l'accord du chef de l'État. J'ai retenu ce projet important de PPTE, c'est le programme Électricité pour tous. Et l'intervention de M. Pimenta a permis de raccorder 400 000 familles. Il a financé également le secteur médical. C'est vraiment un pays d'exception, un pays sur lequel j'ai vraiment eu un énorme plaisir et privilège de travailler. Permettez-moi également de remercier Son Excellence M. le Président de la République pour le grand honneur qu'il me fait. Aujourd'hui, Sergio Pimenta ouvre un nouveau chapitre de sa carrière, une trajectoire exemplaire saluée par la Côte d'Ivoire avec respect et gratitude. Un reportage signé Sidonie Davila. En réunion hier jeudi, des experts du ministère de l'économie, du plan du développement ont planché sur le bilan de la politique nationale de la population. Un document cadre défini sur une période de 10 ans et qui trace les orientations globales d'un gouvernement en matière de population. Celle menée depuis 2015 s'achève ce 31 décembre et le bilan est jugé satisfaisant. C'est ce que nous confirme Juliette Ouyer. 10 ans après son application en Côte d'Ivoire, la politique nationale de population 2015-2025 présente un bilan satisfaisant. C'est un bilan quand même qui est réjouissant du point de vue du niveau de certains indicateurs. On avait le taux de mortalité maternelle qui est autour de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes.
Aujourd'hui, nous sommes à 385, pratiquement la moitié. On a divisé en deux. Donc ça, c'est déjà intéressant. Au niveau des violences basées sur le genre, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits aussi. Et donc, quand on regarde l'espérance de vie aussi à la naissance en Côte d'Ivoire aussi a augmenté. Et donc, quand on regarde les indicateurs d'éducation, les indicateurs de santé, et les indicateurs qui concernent la situation des enfants et des femmes en Côte d'Ivoire se sont améliorés. Pour améliorer les progrès réalisés, le pays, soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la population, prépare une nouvelle politique nationale de population. Cette PNP va couvrir la période 2026-2036. Nous allons continuer à travailler avec tous les acteurs pour que justement cette politique puisse refléter réellement les ambitions de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement aspire à une politique ambitieuse, réaliste et innovante, capable de répondre aux défis de développement, notamment le développement du capital humain et la création d'emplois massifs et décents pour les jeunes. Le 17 septembre dernier, le Conseil des ministres a adopté une communication relative à la formulation de la nouvelle politique nationale de population 2026-2036. Et une célébration observée par la Côte d'Ivoire, la 18e édition de la Journée nationale de la famille. On en parle avec Roxane Ambaché et Jean-Marc Djadji. Entre exigences professionnelles croissantes et besoins familiaux pressants, les Ivoiriens sont en quête d'équilibre. Une raison pour lancer la 18e édition de la Journée ivoirienne de la famille qui se déroulera sur 3 jours. Placée sous le thème « Famille et travail, un duo gagnant pour une vie pleinement épanouie », cette initiative de l'association Famille et Éducation vise à valoriser la cellule familiale comme moteur d'une société stable. Quand la famille soutient, écoute, permet la reconstruction après les épreuves de la journée au travail, le travail trouve un sens plus profond. Quand le travail reconnaît la réalité des responsabilités familiales et offre des conditions favorables, la famille respire et s'épanouit. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant rappelle à cette occasion le rôle du gouvernement dans l'assistance aux familles. C'est dans la famille qu'on a la ressource humaine. Et cette ressource humaine, si elle est bien valorisée, bien éduquée, bien formée, bien traitée, aussi bien sur le plan physique, émotionnel, si elle est bien développée, alors c'est la société qui va gagner. La conciliation dans le couple, la gestion du temps et du stress ont été les thématiques abordées lors de cette 18e édition de la Journée ivoirienne de la famille. La famille, le socle de la société. Madame, monsieur, en vue d'éviter, mieux de réduire les accidents liés aux mototaxis, aux tricycles, une sensibilisation au respect des règles de sécurité routière a été engagée auprès de 600 jeunes conducteurs dans la ville de Thiébissou. Dans cette ville, chaque année, l'on dénombre une vingtaine d'accidents liés à l'utilisation de ces engins. À l'initiative de cette sensibilisation, le Fonds de développement de la formation professionnelle, le FDFP, les précisions de Issa Chonoyeo. Réduire considérablement les accidents de moto-taxi et tricycle dans le département de Thiébissou. Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, en a fait sa préoccupation. La situation de la sécurité routière dans le département de Thiébissou est préoccupante. Les motos sont impliquées dans environ 70% des accidents et 60% des tués sont des piétons, motocyclistes et cyclistes. Ce projet n'est pas un simple renforcement technique. Il est une réponse structurée à la sinistralité routière, un instrument de professionnalisation d'un secteur vital pour la mobilité locale et un puissant levier d'insertion socio-économique pour la jeunesse de Thiébissou. Pour les apprenants, une telle initiative ne peut que de soulager. Si nous sommes mieux formés, je pense que faire plaisir avec un adjoint, en tout cas, ça ne serait pas le cas. Parce que pour conduire un adjoint, il faut conduire de manière normale. Voilà. Le préfet des régions, Guassiro Ernest Mathieu, se réjouit à son tour de cette mise à jour des jeunes en matière de conduite d'engins. Une formation qui, selon lui, permettra de réduire considérablement le nombre d'accidents de mototaxi et tricycles à Thiébissou.
Initiative à soutenir, mieux à encourager. Madame, monsieur, une question pour vous ce 20h. Que savez-vous du service médecin à domicile? Eh bien, nos reporters Roxane Ambaché et Khalil Diomandé nous en disent davantage sur le sujet dans un instant. Mais ce qu'il convient de retenir avant de suivre cet élément, c'est qu'il suffit de passer un appel pour être assisté à son domicile par un médecin. Dans la pratique, en quoi consiste ce service? Élément de réponse dans ce reportage. Allô? Bonjour, docteur. C'est le deuxième appel de ce type que reçoit le docteur Nafissatou en ce début de journée. Au bout du fil, des potentiels clients qui sollicitent depuis leur domicile des soins médicaux. Un service customisé en pleine expansion à Abidjan. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont vraiment intéressés par cette affaire de consultation à domicile. Non seulement parce qu'ils restent dans leur confort à la maison, mais ils ont également la même prestation qu'ils allaient avoir à l'hôpital, à quelques exceptions près. Mais le suivi est le même parce que ce sont des spécialistes dans le domaine de la médecine qui vont se déplacer, venir chez eux pour venir faire des prestations. À peine le temps de glisser son stéthoscope et son tensiomètre dans sa mallette que Nafissatou et ses collaborateurs doivent prendre la route. L'équipe s'empresse, car chaque appel doit être traité avec la plus grande diligence. S'il n'a pas voulu se déplacer pour aller dans des cliniques ou à l'hôpital, c'est parce qu'il veut qu'on le prenne le plus rapidement possible chez lui à la maison. Donc on fait le plus rapidement possible pour être en moyenne chez le patient en 10 à 45 minutes maximum. Après 15 minutes de trajet, c'est ici, quelque part à Cocody-en-Gré, que Nafissatou vient offrir sa deuxième prestation de la journée. Est-ce que vous toussez? Mal à la gorge, pas de rhume, c'est bon? Dans le calme du salon, loin du tintamarre des couloirs hospitaliers, le soin reprend une dimension plus humaine. Souvent à 2h du matin, tu n'as même pas le temps de te lever pour aller à l'hôpital. Donc eux, à n'importe quel moment, ils sont là. La santé, ça ne prévient pas, surtout pour nous qui bougeons beaucoup. À chaque moment, quand on a besoin d'eux, ils sont là. Je pense que pour la rapidité des soins, c'est mieux à domicile, là, ça passe, c'est rapide. Une prise en charge intime et rassurante. Après notre passage à domicile, on reste toujours en communication avec le patient pour qu'au moins Bobo puisse nous contacter, que nous puissions revenir en même temps. La consultation tout juste achevée, Nafissatou remballe sa mallette pour répondre à un autre besoin, cette fois en plein cœur d'une entreprise. Ça fait mal. Le patient visiblement détendu est un habitué. Pour Azak, les consultations à domicile sont simplement géniales. Ça fait 3 ou 4 ans maintenant que le docteur et son équipe me suivent. Je suis aussi tous les membres de ma famille et même quand on a des urgences, qu'on va à l'hôpital pour des interventions, c'est lui qui discute avec les médecins et tout. Ici, on est venu faire juste un prélèvement, c'est pour un contrôle mensuel. Voilà, pour juste voir s'il n'y a pas de déséquilibre, s'il n'y a pas quelque chose qui est là caché. On est très souvent sollicité pour les hospitalisations, les mises en observation. Mais ça va vraiment dépendre de l'état de maladie. En Côte d'Ivoire, la législation encadre les consultations à domicile dans le secteur privé. Le ministère de la Santé, à travers la direction des établissements privés et professions sanitaires, veille minutieusement au bon déroulement de cette activité. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont besoin d'appeler le médecin, soit parce qu'elles sont âgées. Il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas se déplacer parce que la maladie débute, elle est en cours. Ils veulent vraiment savoir ce qu'il en est de leur maladie. Alors, ils appellent le médecin, qui est susceptible aussi de faire non seulement une consultation, mais de faire aussi des examens de laboratoire, un prélèvement par rapport à la maladie qu'ils ont pu trouver chez le malade. Donc le fait qu'il y ait des médecins, des praticiens qui se déplacent vers la population, vers les personnes qui ont ce besoin, rentre tout à fait dans la politique prônée par le gouvernement. Nous y apportons un grand intérêt et nous souhaitons que ce soit fait correctement. Avant de recourir à ces services, le ministère de tutelle recommande la vérification effective de l'enregistrement du professionnel de la santé sur les sites internet appropriés. Il est important que ce type d'établissement soit agréé. Il soit agréé avec du personnel qualifié, du personnel habilité à exercer,
qui donc est inscrit dans l'ordre de sa profession, qui a une assurance professionnelle. D'une autorisation en 2006, le ministère de la Santé a délivré à ce jour une quarantaine d'agréments pour le service de soins ambulatoires. La médecine à domicile n'apparaît donc plus comme un luxe, mais une réponse à un besoin réel, celui de préserver la vie. Voilà un reportage signé Roxane Ambacek, Khalil Diomandé, Madame, Monsieur, pas de médecin à domicile dans le reportage qui va suivre, mais plutôt une interpellation, un message fort envoyé aux cyberdélinquants passionnés de chantage. L'un d'eux a été mis aux arrêts par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Il sévissait à Bingerville et était visé par de nombreuses plaintes pour des pratiques de chantage en ligne avec 216 victimes au compteur pour un préjudice total de 19 309 300 francs CFA. Sa formule était simple, faire pression sur ses victimes à partir d'images et de vidéos intimes. Reportage de Yves Niazalé, commenté pour vous par Léon Brou. À son encontre, 215 plaintes pour un préjudice global de plus de 19 millions de francs CFA. Cet individu de 19 ans est interpellé à Bingerville par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Ce sont 216 présumées victimes qui lui reprochent des faits d'arnaque et de sextorsion. Sur Facebook là, et puis sur TikTok là aussi, si on te voit là-bas, on peut t'écrire avec toi et puis faire connaissance avec toi. Si on a fait connaissance avec toi là, c'est maintenant on va prendre ton numéro WhatsApp maintenant pour poser avec toi sur WhatsApp. Si on cause sur WhatsApp là, dans 2 jours comme ça, on peut dire que si on peut s'amuser par un appel vidéo comme ça. Si tu as accepté là, c'est maintenant on fait pour avoir la vidéo nulle là. Et c'est ça qui est là. Donc si on prend la vidéo nulle aussi là, c'est maintenant on t'envoie aussi pour dire que si tu veux qu'on publie ou bien le balancer sur les réseaux sociaux. Si tu as eu peur aussi là, tu vas nous payer. Si tu n'as pas eu peur là, tu peux bloquer pour carte. C'est ça qui est là. Selon ce présumé arnaqueur, les ficelles sont tirées depuis le Bénin. Je ne sais pas ça. On est beaucoup, plus que 20 personnes comme ça. Et tous ils sont bénis actuellement. Mon rôle là, je crée les WhatsApp pour eux quoi. Et puis avec les comptes web. Et puis c'est ça maintenant, c'est les comptes web que j'ai créé pour eux là. C'est les comptes qu'eux utilisent pour escroquer l'argent chez les clients. Et puis moi, je retire pour les envoyer au Bénin là-bas. Ce que j'ai fait maintenant, moi-même, je sais que ce n'est pas bon. Donc, je demande pardon. Donc, si j'ai quitté dans ça, je ne veux plus faire ça là, je demande pardon. Pour connaître son sort, ce présumé arnaqueur va être déféré devant le pôle pénal économique et financier. Il encourt, selon la loi sur la cybercriminalité, une peine d'emprisonnement allant de 5 à 10 ans. Fin de parcours donc pour le présumé arnaqueur. De secrétaire générale à vice-présidente, la sénatrice ivoirienne Chantal Moussokoura Fanny est la nouvelle présidente de l'ECOFEPA, le bureau des femmes parlementaires de la CEDEAO. C'est le 6 décembre à Abuja, au Nigeria, qu'elle a été portée à la tête de cette organisation pour un mandat de 2 ans. Les autorités ivoiriennes ont exprimé leur fierté pour l'ascension de la sénatrice ivoirienne, soulignant un leadership d'envergure régionale. Voyons cela avec Gabriel Zani. Samedi 6 décembre à Abuja, au Nigeria, la sénatrice ivoirienne Chantal Moussokoura Fanny a été élue présidente du bureau des femmes parlementaires de la CEDEAO, ECOFEPA, pour un mandat de 2 ans. Précédemment secrétaire générale puis vice-présidente de l'organisation, Chantal Fanny s'est distinguée par son engagement en faveur d'une plus grande participation des femmes et des jeunes au processus de prise de décision. Son élection à la tête de l'ECOFEPA marque une étape importante dans la promotion du leadership féminin au sein de l'espace CEDEAO. Les autorités du Nigeria ont salué la montée de Chantal Fanny, notamment Kashim Shettima Mustafa, le vice-président du pays. Il y voit le symbole vivant de l'intégration africaine avec la nouvelle présidente de l'ECOFEPA, qui a d'ailleurs eu le soutien du président Alassane Ouattara dans la valorisation de son parcours. Diplomate de formation, elle a occupé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire, avant d'être nommée ambassadrice plénipotentiaire en 2018. Chantal Fanny s'est aussi imposée localement en devenant maire de Kaniasso en 2013, puis en 2018, avant d'accéder au Sénat où elle est vice-présidente chargée de la coopération internationale et de la diaspora. Et c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité internationale, le Bénin émet un mandat d'arrêt international contre l'influenceur panafricaniste Kémi Séba, accusé d'avoir soutenu la tentative de coup d'État survenue dimanche dernier et qui a été finalement déjouée. Pour rappel, dans la matinée du coup d'État manqué, Kémi Séba avait salué dans une vidéo ce qu'il avait qualifié de jour de la libération de son pays.
Et toujours dans l'actualité internationale, sachez que l'ex-président iranien Barham Salih a été choisi pour succéder à Filippo Grandi au poste de haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Il montre une lettre rendue publique ce vendredi, lettre signée par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Barham Salih a été nommé pour un mandat de 5 ans qui débutera le 1er janvier prochain. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée chez vous à la maison. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire.